no limit. Les cafards. Dégoûtants, répugnants et par-dessus le marché, impossible à éliminer. Ils surgissent en masse, dans l'ombre, dans les moindres recoins. Cela les rend incontrôlables et éveille en nous une aversion instinctive. Chassés, détestés, ils forcent pourtant une certaine admiration. Plus que tout autre animal, cet insecte inspire à l'homme les réactions les plus contradictoires. Je crois que ce qui nous fascine chez les cafards, c'est qu'ils vivent pratiquement en osmose avec les humains. Ils font partie de la société en quelque sorte. Il est très facile d'avoir une vision anthropomorphique du cafard. On le voit comme un opprimé, mais nous sommes aussi fascinés par leur résistance. Les cafards et les blattes sont les messagers d'une époque antédiluvienne. Depuis leur apparition il y a 300 millions d'années, leur morphologie n'a pratiquement pas changé. Traversant les périodes de glaciation ou de réchauffement climatique, ces omnivores ont su s'adapter à toutes les variations environnementales. Mais dans la promiscuité des hommes, leurs conditions de vie sont devenues idylliques. L'homme et le cafard se sont rencontrés pour la première fois il y a 2 millions d'années. Pour ces insectes résistants, c'est un coup de chance. Depuis, l'environnement humain leur offre de multiples espaces. Les cuisines, les entreprises de l'industrie alimentaire, les boulangeries industrielles, les bains, stations thermales, piscines ou centres aquatiques, tous ces endroits leur offrent de nombreuses villégiatures. Des endroits où, pour des raisons d'hygiène ou d'esthétique, l'homme ne tolère justement pas les cafards. L'élimination des insectes nuisibles fait partie des objectifs du scientifique Hachem Hachemi. Il observe cette espèce prolifique depuis 30 ans. En allemand, le mot Blatt est synonyme de grattoir. Ces insectes possèdent en effet des mandibules, qui sont les outils de mastication les plus élémentaires. Tout ce qu'ils trouvent dans leur environnement est envisagé comme un aliment potentiel. Un insecte ou un être vivant capable de s'alimenter avec pratiquement n'importe quoi a forcément plus de chances de survivre qu'un animal dépendant de certains aliments. À l'aide de pièges enduits de glu, le chercheur mesure la densité de cafards dans une maison infestée. À certains endroits, les cafards se sentent particulièrement à leur aise. Dans les élevages de cochons, en particulier quand il y a des petits, il règne un taux d'humidité de 60 à 70%, une température de 22 degrés et de la nourriture à foison. Les spécialistes de l'éradication de parasites ne travaillent pas seulement en été, mais toute l'année et de nuit. Dans les porcheries, les cafards sont un fléau particulièrement difficile à maîtriser. C'est pourquoi Hachem Hachemi vient régulièrement contrôler les fermes de ses clients. Dans les élevages, à l'abri de la neige et des gelées, les cafards passent l'hiver bien au chaud. Comme les cafards craignent la lumière, ils sortent la nuit, entre 10h et minuit. Pour éviter que les insectes ne regagnent immédiatement leur cachette, le professeur Hachemi commence par les traquer avec une simple lampe de poche. Pour l'éleveur, la présence de cafards dans sa porcherie est une calamité. Quand le problème est apparu, ça a été un choc.
Je ne connaissais pas ces bêtes et je me demandais ce que c'était. Je me suis renseigné et c'était des cafards. Voilà un spectacle très rare, extrêmement rare. Deux cafards en train de s'accoupler. On peut en déduire que leur colonie se porte bien. Même si cette porcherie est bien entretenue et particulièrement propre, il s'avère presque impossible d'exterminer l'ensemble des cafards. Monsieur Klenk, c'est très propre chez vous. Dans la plupart des cas, c'est malheureusement au milieu de la porcherie que la population est la plus dense. Hier soir, on y a relevé 5 à 7 insectes au mètre carré. Aujourd'hui, on en voit un peu moins. Mais là, il y en a un. Plus bas, un autre. Et au-dessus, il y en a de nouveau plusieurs. Et là, reculez. Regardez un peu. Vous aurez affaire à cette petite bête pendant un bout de temps. C'est inévitable. Regardez. Ce système de tuyauterie offre un tas de refuges parce qu'il est creux. Pour les cafards, c'est une aubaine pour se cacher. Même si nous traitons cette zone en les privant de nourriture, pour une durée de 30 à 40 jours, ils réapparaîtront parce que ce ne serait pas assez long et le produit aurait totalement disparu. Ce n'est vraiment pas évident. Comme les cochons ne sortent jamais de la porcherie, on ne peut pas pulvériser de grandes quantités d'insecticides. La vermine n'a donc aucun mal à retrouver des recoins non traités. Ce fléau touche de nombreux élevages. À mon avis, certains de mes collègues minimisent le problème. Moi, j'ai signalé le problème aux autorités il y a déjà 16 ans, en disant que j'avais des cafards dans ma porcherie et que je voulais m'en débarrasser. D'après le professeur Hachemi, il faut d'abord s'occuper des murs en colmatant tous les trous avant de les peindre en blanc. De cette manière, les cafards ne trouvent plus de refuge. Cela permet alors de diminuer les doses d'insecticides afin de protéger les bêtes et les éleveurs. Mais cette mesure ne remédie au problème qu'à court terme. En très peu de temps, il faut donc rapidement changer de produit selon l'espèce des insectes en cause. Si les cafards passent pour un modèle d'évolution, ce n'est pas par hasard. Jusqu'ici, aucun événement planétaire et aucune substance n'ont pu venir à bout de leur espèce. Il est même probable qu'ils fassent partie des rares êtres vivants capables de survivre à une explosion nucléaire. Des expériences ont en effet démontré qu'ils supportent des rayonnements radioactifs 15 fois plus élevés que l'homme. La clé de leur succès repose sur leur fort taux de reproduction. Selon l'espèce, une seule femelle peut engendrer jusqu'à 1500 descendants. Elle porte ses œufs dans des poches appelées oothèques sur l'arrière de son dos. Les oothèques sont déposées dans des endroits sûrs et les larves éclosent peu de temps après. Les jeunes cafards, également appelés nymphes, ne sont pas encore totalement formés. Ils muent 4 à 5 fois avant de devenir adultes. Pour l'insecte, il s'agit là d'une phase critique. La pression intérieure du corps augmente jusqu'à ce que l'enveloppe de chitine éclate et la nouvelle carapace est encore blanche et molle. À ce stade, et en attendant que sa nouvelle peau durcisse, l'insecte est très vulnérable. À l'Agence allemande pour l'environnement de Berlin, on prend grand soin de différentes espèces de cafards.
Des fruits et des légumes frais leur sont servis plusieurs fois par jour, dans un espace bien chauffé et agréablement humide. Un cafard ne pourrait pas rêver mieux. Dans ces conditions, ces blattes germaniques se développent à merveille, et c'est bien là le but. Les chercheurs s'intéressent aux espèces de cafards soupçonnées d'être porteurs de germes pathogènes. Dans les hôpitaux ou les cuisines de collectivités, par exemple, ils sont susceptibles de transmettre à la nourriture humaine les bactéries ou les virus présents dans les poubelles. En réalité, il n'existe pas d'animaux nuisibles. Il serait plus juste de dire que c'est l'homme qui en a fait des animaux nuisibles parce qu'il a créé des conditions qui n'ont plus rien à voir avec l'équilibre naturel. Nos systèmes de chauffage ou notre manière de construire les maisons offrent des conditions de vie tellement idéales aux cafards qu'ils prolifèrent sans encombre. Et on ne parviendra jamais à éliminer la blatte germanique à 100%. L'éradication totale de la vermine est certes impossible, mais pour maîtriser le fléau, on invente régulièrement de nouveaux poisons anti-cafards. Au cours de cette expérience, on teste justement une nouvelle substance. Le mélange de poison, de graisse, de jaune d'œuf et de miel attire les insectes de façon irrésistible. Certains en meurent rapidement, d'autres survivent encore 24 heures. Mais même si on parvenait à éradiquer des colonies entières à l'aide d'un nouvel insecticide, il suffirait qu'une seule femelle fécondée survive dans un recoin pour que tout recommence de plus belle. Ils trouveront toujours des refuges. Même s'il y avait de grandes vagues de froid ou de chaleur, ils trouveront des abris pour survivre. Ils supportent d'ailleurs parfaitement les températures les plus froides comme les plus chaudes. Chez les blattes orientales et américaines, les zoothèques résistent même aux gelées, car cela n'empêche pas une partie de la couvée d'éclore au bout d'un certain temps. Ils ont une capacité de résistance telle que l'homme est battu d'avance. Si les cafards ont pu conquérir le monde, c'est grâce à leur robustesse morphologique et leur capacité d'adaptation. La plupart des espèces sont originaires d'Afrique et ont parcouru toute la planète sur des bateaux de commerce. À bord, garde-manger et cambuse leur offraient des conditions de voyage idéales. Protégés du vent et des intempéries, ils jouissaient en plus de températures stables et de nourriture à profusion. Comme les hommes, les cafards sont omnivores. Au fil des millénaires, ils se sont parfaitement adaptés à l'espace vital humain. Mais les espèces de blattes ayant choisi de vivre côte à côte avec l'homme sont peu nombreuses. Dans le monde, il existe 4337 espèces de blattes répertoriées et parmi elles, seulement 35 sont considérées comme nuisibles. C'est du moins comme ça que l'homme les a définies. Et pour combattre ces 35 espèces, l'industrie invente sans cesse de nouveaux poisons. Une nécessité due au fait que les cafards développent des colonies résistantes en l'espace de quelques années. Cette entreprise implantée en Saxe, dans l'est de l'Allemagne, ne se limite pas à élaborer de nouvelles substances destinées à combattre les parasites de toutes sortes. Le chef de projet, Roland Douzy, chimiste de formation et entomologiste par passion, veille probablement sur l'élevage de blattes le plus diversifié d'Europe. Ici, plus d'une centaine d'espèces de blattes, dont des espèces exotiques très rares, sont représentées. Un véritable paradis pour les amis des bêtes et les éleveurs de cafards, qui, il faut le reconnaître, s'intéressent à un animal domestique singulier.
Les blattes souffleuses font partie de l'espèce des Blaberidae. Ce sont de gros insectes, et cela les rend faciles à manipuler. Beaucoup de gens s'y intéressent pour leur beauté et les sons qu'ils émettent. Les parents qui possèdent un terrarium aiment bien montrer ce genre d'insectes à leurs enfants. Ils sont faciles à entretenir et peu exigeants, bien sûr. Alors rien ne s'y oppose à mon avis. Mais les femelles ont régulièrement des bébés qui sont tellement petits qu'ils passent dans la moindre fissure. Il faut se méfier. L'espèce nuisible la plus répandue dans le monde, la blatte germanique, est elle aussi incontournable dans une collection digne de ce nom. Tout autant que la blatte américaine avec ses longues antennes, responsable de la fermeture de nombreux restaurants. La troisième espèce de parasite présente en Allemagne est la blatte orientale, communément appelée cafard. Il n'existe en réalité qu'un seul cafard, à savoir la blatte orientale. Dans le langage commun, le terme de cafard s'est étendu à toutes les espèces de blattes. Et le vrai cafard, c'est celui-ci. Originaire d'Afrique, le cafard a traversé l'Asie avant d'arriver en Europe. De nos jours, les parasites voyagent nettement plus vite d'un bout à l'autre du globe. Une blatte peut faire le tour du monde en 24 heures. Ces insectes répandus sur la Terre entière accompagnent les convois de marchandises ou les transports de voyageurs. Ces parasites que nous connaissons chez nous sont présents partout dans le monde. Cette espèce exotique, quant à elle, ne fait pas partie des parasites. Les éleveurs ou les collectionneurs de blattes l'adorent. Ces insectes proviennent de la forêt amazonienne. Cette blatte luisante, de l'ordre des Luciormetica, me semble effectivement assez belle. Sur son thorax, aussi appelé pronotum, le mâle a 2 points fluorescents, d'où le nom de blatte luisante. Roland Douzy estime que de nombreuses blattes exotiques n'ont pas encore été répertoriées. On découvre en effet régulièrement de nouvelles espèces, comme cette blatte cubaine qui n'a pas encore de nom. Les blattes géantes de Madagascar suscitent une véritable fascination. Elles se distinguent non seulement des espèces plus petites par leur apparence, mais aussi par leur longévité et le fait qu'elles ne se reproduisent qu'une fois par an. Les entomologistes et les éleveurs d'insectes ne sont pas les seuls à s'intéresser aux blattes. Une équipe de chercheurs de l'Université de Bruxelles est intriguée par leur comportement social, pour le moins particulier. Si les blattes sont prolifiques, c'est aussi parce qu'elles ne sont jamais isolées. Leur mode de vie est grégaire. Les blattes sont des insectes intéressants parce qu'ils n'ont pas une structure sociale aussi élaborée, par exemple, que les abeilles ou les fourmis, où la structure sociale est élaborée au point que la reproduction est déléguée à certains individus, les reines, tandis que les ouvrières sont stériles, par exemple. Donc les blattes, il y a des mâles et des femelles, tous les individus peuvent se reproduire, mais ils ont une forte propension à vivre en groupe. Ce sont des insectes grégaires. Et cette grégarité donne
des facteurs de résistance à la population, c'est-à-dire rend les groupes plus robustes au stress, à l'environnement, au partage de nourriture, à la reproduction, etc. Mais aussi leur permet d'avoir une sorte d'intelligence collective qui apparaît et qui leur permet de prendre des décisions optimales en fonction des interactions entre individus et de leur environnement. Secondés par des collègues françaises et suisses, les chercheurs ont fabriqué de petites blattes robots dans le but d'étudier l'intelligence collective des insectes. Leur aspect n'a certes rien de commun avec leur modèle, mais au sein d'une colonie, ces machines se comportent exactement comme les blattes et ont la faculté de voir et de détecter une présence. Il a ici une série d'émetteurs-récepteurs infrarouges. Donc il y a de la lumière infrarouge qui est émise, qui se réfléchit sur l'objet s'il se trouve juste à côté et qui est reperçue par le récepteur. Et donc le robot sait qu'il se trouve à côté d'une blatte, d'un cafard, d'un mur. Les blattes communiquent presque exclusivement grâce à des substances odorantes appelées phéromones. Afin que les insectes prennent les robots pour leurs semblables, les chercheurs les enduisent de phéromones de blattes. On extrait l'odeur d'un certain nombre de blattes, on connaît la quantité d'odeur que l'on extrait et on divise la quantité qu'on obtient par le nombre de blattes qui ont été extraites et donc on sait exactement quelle est la quantité que l'on doit déposer sur le papier pour avoir l'équivalent de l'odeur d'une seule blatte, évidemment, pour ne pas perturber l'expérience. La couche protectrice de phéromones camoufle parfaitement les robots. Au préalable, les machines autonomes ont été programmées pour se comporter exactement de la même manière que les insectes. L'expérience peut commencer. Les robots sont censés imiter les agissements des blattes. Leur camouflage doit être sans faille, car ils ne pourront espionner le comportement collectif des blattes qu'à condition d'être acceptés parmi elles. Les chercheurs veulent notamment découvrir pourquoi les blattes se regroupent à un endroit précis alors qu'elles ont le choix entre deux endroits. Pour le moment, oui, c'est une phase où elles sont perturbées à cause de notre présence. Et donc il y a un phénomène de panique, elles essayent plutôt de fuir. Et puis il y a une phase d'exploration où elles vont marcher aussi de manière un peu aléatoire, un peu comme ça dans tous les sens. Et elles vont explorer l'espace et petit à petit elles vont se calmer et commencer à devoir choisir un endroit où se regrouper. Et en fait, elles vont choisir cet endroit en fonction de la lumière ambiante. Donc elles vont plutôt préférer être en dessous des abris, en dessous des zones d'ombre. Et puis elles vont aussi choisir cet endroit en fonction de la présence ou de l'absence des congénères. Et ça, c'est un phénomène social. Donc elles vont moduler les préférences individuelles par la présence ou l'absence des individus de la même colonie. Et c'est cette interaction sociale, plus la perception de l'environnement, qui détermine le choix final de l'abri. Ici, les blattes, elles peuvent évidemment percevoir les autres blattes, mais elles perçoivent aussi les robots. Et elles peuvent aussi percevoir que le robot est quelque chose qui ressemble à une blatte, parce que comme vous le remarquez, en fait, elles utilisent leurs antennes, ce sont des organes olfactifs, donc chaque fois qu'elles touchent le robot, elles sentent l'odeur du robot qui correspond à la phéromone de reconnaissance du groupe, et donc elle se dit, tiens, c'est quelque chose qui ressemble à quelqu'un de ma colonie. L'expérience fonctionne. Les blattes ne cherchent pas à éviter le contact avec les robots. Comme on est capable de modifier le programme comportemental des robots à travers le programme qui gère les robots, on change légèrement le comportement du robot, on rajoute les robots dans un groupe d'insectes et on est capable de moduler les comportements sociaux du groupe mixte. C'est-à-dire qu'on est aussi capable de faire prendre des décisions collectives à ce groupe insectes-robots qui ne sont pas observés en conditions naturelles, à les faire en quelque sorte changer d'avis.
Ce contrôle ne s'exerce pas par une forme de leadership. En fait, les robots et les insectes sont sur un pied d'égalité, mais il s'exerce à travers les influences sociales entre les machines et les animaux. Les scientifiques ont enregistré l'expérience et l'observent plus en détail sur un écran. Après une exploration plutôt confuse, les blattes et les robots manifestent une nette préférence pour l'un des abris. En fin de compte, tout le groupe s'est décidé à rejoindre le même refuge. Une fois qu'on a cette forme de communication, on est capable d'envoyer des informations au groupe d'insectes, puisqu'on est capable, à travers la modification du programme des robots, d'influencer le comportement à travers les communications individuelles entre machines et insectes. Donc c'est effectivement une forme de communication et de modulation de la communication entre nous, à travers les machines, pour les insectes. Pour la lutte contre les parasites, ce serait une solution. Un jour, des robots permettront peut-être d'attirer des blattes dans des pièges. L'expérience démontre en tout cas que l'intelligence collective de ces insectes est l'une des clés de leur succès. Solidaires, ils sont invulnérables. Les recherches scientifiques de ce genre contribuent également à mieux comprendre cette espèce méconnue. C'est une prise de contact avec une créature restée étrangère. Nikolai Makarov, un Russe exilé à Berlin, entretient des relations d'amitié avec les blattes depuis de nombreuses années. À côté de son activité d'artiste peintre, il se bat pour réhabiliter l'image des cafards. De temps à autre, il organise des courses avec ses blattes les plus rapides. Viens un peu par là. Lui, je crois que c'est Boris. Il est plutôt bon coureur. Il n'a pas encore remporté de course, mais il a toujours bien participé. Il manque encore un peu d'entraînement. On va s'y mettre aujourd'hui et il finira par y arriver. Comparé au cafard commun, cette blatte tête de mort se prête évidemment beaucoup plus aux exhibitions publiques. Elle est grande, pas trop vive, mais quand même rapide. On peut très bien parier sur elle. Elle parcourt facilement 2 mètres, l'équivalent d'un 100 mètres en 4-5 secondes. Bien sûr, elles n'ont pas le droit de voler pendant la course, sinon elles sont disqualifiées. Seul le trot est autorisé. Nikolai Makarov a su tirer profit de cette vieille tradition russe en organisant à titre semi-professionnel des courses de cafards dans les soirées. Son atelier est devenu le terrain d'entraînement de ses blattes têtes de mort ou harlequins. Je vais sortir Nina. Voyons voir à quelle vitesse elle court aujourd'hui. Oui, parfait. C'est une jeune blatte très performante. Un exercice spécial consiste à jouer au foot. On s'entraîne depuis un moment et c'est vraiment concluant. Ivan va faire l'entraîneur. Voyons voir ce qu'il va faire. Vas-y, Ivan. Il se sert de sa tête, de ses épaules. Incroyable. Il y a vraiment des techniques originales dans le foot des blattes. Cette piste, fabriquée sur commande à Paris, est le seul terrain de course pour cafards de tout Berlin. Dernier préparatif avant l'entrée en scène de Boris, Ivan et leur équipe.
Auf Bahn 7 kam ihr. Wir wissen ja, die nicht anerkannte Vaterschaft wird ihn nicht davon abhalten, auch gegen seine eigene Tochter zu laufen. Ein eiskalter Kämpfer. Depuis quelque temps, les courses de cafards font partie de la vie nocturne de Berlin. Lequel est le plus en forme ce soir? Spoutnik, Olga 3 ou finalement Pamir? Les insectes nocturnes n'ont pas l'air gênés par l'ambiance festive qui les entoure. On parie sur le favori. Ich bitte den Rennleiter Nikolai Makarov zum Start zu kommen. La tension monte. Les athlètes s'impatientent dans les starting blocks. La victoire revient à Nina, le grand outsider. Ce qu'elle pense de ce genre de plaisanterie restera un mystère. Mais ces courses ont au moins le mérite de faire oublier aux hommes le dégoût qu'elles nous inspirent. Dès qu'un humain l'a touchée, la blatte fait consciencieusement sa toilette en insistant sur ses fragiles antennes. Ces insectes sont propres par nature. S'ils viennent à se salir, c'est seulement parce qu'il leur arrive de fouiller la saleté produite par les hommes. À la célèbre université de Stanford en Californie, des scientifiques fascinés par la vélocité de l'insecte l'ont tout simplement copié. Nous nous intéressons aux cafards pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont très rapides. Ensuite, ils se déplacent très facilement sur des terrains accidentés, sans avoir recours à un système de contrôle sophistiqué. Ce n'est pas comme nous quand nous sautons de rocher en rocher. Leurs pattes, au nombre de 6, leur offrent une formidable stabilité. Leur facilité de déplacement tient essentiellement à la conception très robuste de leur mécanique ambulatoire. Depuis plusieurs années, Mark Kotkowski et ses étudiants cherchent à optimiser la construction de robots de course. À travers le monde, il existe un tas de conceptions différentes pour ces machines. Mais les robots de course mis au point par les ingénieurs de Stanford ont de l'avance sur les autres. Ils sont conçus sur le modèle des cafards. Quand on regarde courir des cafards ou d'autres insectes, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que leurs pattes bougent à une telle vitesse qu'il est impossible d'obtenir un retour et une analyse d'informations venant des capteurs. Les robots fonctionnent exactement comme leur modèle vivant. Ils foncent sans système de pilotage central d'un cerveau ou d'un processeur. Les sprolettes sont dérivés des cafards. Nous avons des collègues à Berkeley qui ont beaucoup étudié les insectes. Ils nous ont éclairé sur les principes qui expliquent que les cafards se déplacent aisément à grande vitesse. L'un de ces principes, c'est l'existence de compliants dans leurs pattes. Nous avons donc intégré des micro-mécanismes compliants dans les pattes de nos robots. Grâce à ces compliants, nous avons réussi à les faire courir beaucoup plus vite que la plupart des robots à pattes. Le cafard utilise un tripode alternatif dans sa course. Il nous était facile de reproduire ce système sur nos robots. On voit qu'il s'agit d'un simple tripode alternatif. Le dernier modèle téléguidé a été baptisé « cafard à grande vitesse ». Proportionnellement à sa taille, il est presque aussi rapide que la blatte américaine, le sprinter parmi ces insectes.
Le plus rapide de nos robots se déplace à une vitesse égale à 15 fois la longueur de son corps par seconde. Et pourtant, il est plus grand qu'une blatte. Si nous pouvions courir à cette vitesse, nous dépasserions toutes les voitures sur l'autoroute. Les blattes sont non seulement très rapides, mais également capables d'évoluer sur des surfaces parfaitement lisses. Cette faculté a elle aussi inspiré les chercheurs dans la conception d'un robot grimpeur, une machine unique au monde. Voici le robot araignée, qui est capable de se déplacer verticalement sur des surfaces dures telles que la brique, le plâtre ou le béton. Il y parvient en s'accrochant aux aspérités du matériau à l'aide de ses petites pinces. Accroché à un fil de sécurité, le cafard artificiel peut même escalader des parois verticales. Ce type de robot pourrait être appliqué à de nombreux domaines. Cette étude a été financée à l'origine par le département de recherche de la marine. Ils voulaient des petits robots simples et peu coûteux pour le repérage des mines terrestres. Il y a de nombreuses régions dans le monde qui sont interdites aux populations parce que ces armes, après la fin des conflits, sont toujours enterrées dans le sol. Nous voulions créer une armée de petits robots bon marché pour les envoyer à la recherche de ces mines. Si un certain nombre de robots sautent sur ces mines, comme ils ne coûtent pas cher, c'est sans importance. Pour Mark Kotkowski, les cafards sont une véritable merveille de la nature. Aucun logiciel ni aucun ingénieur ne pourrait en effet concevoir des machines plus au point que ces modèles. Quand on observe des espèces naturelles, on se dit « bon sang, comment font-ils? C'est incroyable, ce dont ils sont capables ». Et quand on les étudie de plus près, que l'on lit les recherches des biologistes, on comprend leur musculature, leur système de contrôle, tous les principes qui expliquent leur performance. On discute avec les biologistes et on essaie d'identifier et de reproduire les mécanismes qui semblent déterminants. Je ne sais pas si je les aime davantage aujourd'hui, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces bestioles. Elles sont extraordinairement bien équipées pour ce qu'elles ont à faire. Plus on les étudie, plus on se rend compte qu'elles sont parfaitement adaptées aux tâches qui sont les leurs. Le cafard, un organisme fait pour courir et grimper. À part ça, en raison de leur richesse en vitamines et en protéines, les insectes sont également appréciés en tant que nourriture par de nombreux animaux, et parfois même par les hommes. What's a cucaracha? It's a cockroach. David Gordon est un expert en cafards et autres insectes. Dans ses émissions culinaires, il invite le public à découvrir une gastronomie inhabituelle pour nos papilles. C'est nous qui sommes bizarres de ne pas manger des insectes. Tout le reste du monde en mange. On en mange en Australie, en Amérique du Sud, au Mexique, en Asie du Sud-Est, au Japon et en Chine. Chez David Gordon, même les spécimens les plus rares finissent à la poêle, par exemple ce scorpion. Je demande souvent aux gens quelle différence il y a entre manger un insecte et une crevette. Ils sont très proches dans la classification des espèces. On me répond que les crevettes viennent de la mer, ce qui les distingue des insectes terrestres. Je trouve que c'est une distinction très arbitraire. Les gens n'aiment pas voir les animaux qu'ils consomment en entier. Quand on mange une crevette, on lui a ôté la tête et les pattes, et on ne l'identifie pas avec un animal. Quand je fais griller des insectes, ils sont entiers. C'est ce qui perturbe les gens. Capturé vivant dans l'appartement de Joe. Voici des cafards américains. Je les ai achetés dans un magasin bio et je suis sûr qu'ils n'ont pas traîné dans une salle de bain.
Aux yeux des amateurs de saveurs exotiques, les cafards passent pour une spécialité. Bien sûr, David Gordon ne cuisine pas des insectes issus de leur milieu naturel. Ils proviennent d'un élevage conforme à nos normes d'hygiène. Surgelés, puis cuisinés comme il faut, ils sont un régal. Une question d'habitude et de goût. 1, 2, 3. Eat it, eat it, eat it. Bug appetit. Il est très difficile de décrire le goût d'un aliment que vous ne connaissez pas, mais quand on est dans une maison infestée de cafards, on sent une odeur très particulière qui est assez proche du goût de l'insecte. 1, 2, 3. Eat it, eat it, eat it. All right, down the hatch. Oh, God. That's good, huh? What do you think? I don't even know what it is. I came in late. Il a fallu un siècle pour que les Américains adoptent les bars à sushi. Évidemment, au Japon, il y a très longtemps que l'on en mange. Aujourd'hui, ils sont très à la mode aux États-Unis et les gens paient des fortunes pour un seul repas. La spécialité de David Gordon pour les petites fringales, le canapé au cafard. Les adultes reculent devant ce genre d'expérience culinaire. Les enfants, en revanche, se montrent beaucoup plus ouverts. Je veux faire comprendre aux gens que les insectes ne sont pas seulement des bestioles que l'on écrase, qu'ils sont bien plus que des nuisibles et que nous entretenons une relation très étroite avec eux. I saw him just the other day. I like him best when he gets his things and he takes his friends and moves away. Olé. Delicious. Les cafards sont des durs à cuire, nous l'avons vu. Mais leur capacité d'adaptation en fait les champions de l'évolution. Ils peuplaient la Terre bien avant l'apparition de l'homme. Et ils seront encore là bien après que l'humanité aura disparu de la planète.